J'espère que je vais être plus rigoureuse sur ce vlog que sur les précédents. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog comme dit en introduction et ce sera un vlog un week-end un petit peu là en automne. Donc lorsque je filme, nous sommes le 6 octobre, le 5 octobre pardon. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai fait quelques achats que je vais vous montrer qui viennent donc de Clermont-Ferrand. Plus particulièrement d'une petite librairie dont je vous ai parlé à plusieurs reprises qui s'appelle le Grenier des Chimères. Je vous mettrai ici le logo de la librairie si je peux. Sachez que si vous êtes dans la région, c'est une librairie de l'imaginaire qui est particulièrement qualitative. La vendeuse et enfin la libraire est très soigneuse. Elle propose une décoration qui est vraiment millimétrée. Très agréable, très jolie et je dirais que c'est un petit coin cocooning un petit peu dans Clermont, donc c'est très agréable. Il y a également des ateliers d'écriture qui sont proposés et un book club, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas, voilà. Et moi si je m'y suis rendue c'était pour une raison bien spécifique qui est donc la collection automnale de Caro from Woodland que voilà, que je n'ai pas commandé directement sur le site. J'ai beaucoup de mal à me ruer sur des plateformes pour commander quelque chose parce que je n'y pense pas, je ne mets pas de réveil, etc. etc. Et je sais donc qu'au Grenier des Chimères, elle reçoit une bonne partie de la collection, donc voilà, j'en ai profité et j'ai réussi à trouver quand même pas mal de choses. Donc la première chose, c'est le mug, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais l'ouvrir, j'espère que je ne vous ferai pas mal aux oreilles. Donc c'est le mug saisonnier, il me semble que Caro en sort un par saison si je ne me trompe pas. Alors il est comme ceci, j'ai celui de l'année dernière quelque part. Bon, il est tout là-haut, qui était donc, je ne sais même plus si c'était celui de l'année dernière, celui de Gilmore Girl, donc avec la reprise des fonds un petit peu emblématiques de la série. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup la citrouille, le côté patchwork, que je trouve très élégant. Voilà. Donc c'est un mug et curieusement ça ne m'était jamais arrivé je pense dans ma vie parce que c'est la chose que nous avons je pense tous en matière de vaisselle à profusion dans nos placards. Je n'ai plus de mug actuellement, je n'en ai plus parce que j'en utilise pour ranger mes marque-pages, j'en utilise pour ranger mes pinceaux, j'en utilise pour ranger mes stylos, j'en utilise dans mes salles de cours pour ranger mes surligneurs, bref je n'ai plus de mug, voilà. Donc c'était aussi l'occasion d'en avoir un mignon, sympathique que je pourrais utiliser cet automne. Ensuite j'ai pris ce mini puzzle. Alors il me semble qu'il y avait 3 designs différents. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que c'est un petit entraînement qui sera sympathique parce qu'il fait 100 pièces et petit entraînement sympathique avant de me lancer donc dans celui-ci qui en fait 500 et qui est donc la cuisine cosy. Je ne sais plus à quelle occasion, pour quelle saison était sorti celui-ci, mais au vu, ouais, je pense que c'était l'automne quand même parce qu'on a ici donc la citrouille, on a automne, pumpkin, bref, ça fait quand même très automnal même dans les tons qui sont proposés, donc j'imagine que c'était aussi la collection d'automne, mais peut-être pas de cette année, je ne sais pas. Ce qui était aussi dans la collection d'automne de cette année et que j'ai reçu, c'est, que j'ai acheté, c'est donc cette petite tasse dont je vais me servir pour poser mes sachets de thé, même si je bois très peu de thé en sachet, mais mes passoires pour infuser simplement. Je la trouve très très mignonne. Alors j'en ai un paquet que j'achète notamment en vide-grenier parce que c'est quelque chose dont je me sers beaucoup, dont je me sers tous les jours en réalité. Donc voilà, j'aime beaucoup ça et celle-ci est très mignonne. Et la dernière chose que j'ai achetée qui ne vient pas donc de la boutique de Caro mais qui vient de la boutique Le Prince au Petit Pois, c'est cette carte que je vais m'empresser d'aller installer sur le nouveau meuble de la cuisine parce que il est en pain brut, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que c'est très joli aussi de le customiser avec des petites cartes comme ça en fonction des saisons, là en l'occurrence de l'automne. Rapidement, je vous parle de quelques titres que j'ai découverts ce week-end et je vais me remettre un petit peu à la lecture juste après. J'ai commencé par... c'est vrai que je suis un petit peu dans une phase où... Alors attendez, je pense que j'ai Poun Poun qui veut rentrer. Donc je vous disais, je vous présente rapidement quelques titres que j'ai pu lire ce matin. Je décale un petit peu l'appareil, pardon. Puisque j'ai pas mal lu, mais j'ai prévu bien évidemment de lire d'autres choses. Je suis dans une phase où j'aime beaucoup lire des graphiques, donc que ce soit les mangas, les BD ou les romans jeunesse. Pardon, je suis désolée mais je me fais attaquer les pieds par un petit chat. Je vais commencer par tout ce qui est plus graphique mais pour les enfants. Donc le premier ouvrage que j'ai découvert c'est Les
Les Matufilou à la boulangerie. C'est un ouvrage de Noriko Kudo, c'est traduit du japonais par Alice Huro et c'est ici présenté par les éditions Le Cosmographe, qui est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découverte avec ce titre. Dans cette histoire, on suit donc les Matufilou, qui sont 8 chats jeunes, ingénieux, espiègles et attachants, qui feront tout pour parvenir à leur fin, manger et prendre du bon temps aux dépens du maître chien. Rien ne les arrête, mais à la fin, tout est bien qui finit bien. Une série qui fait le bonheur des petits enfants japonais. Donc je vous ai mis en insert quelques planches pour que vous puissiez vous rendre compte. J'aime beaucoup les illustrations qui sont très épurées, mais en même temps qui ont ce côté japonais justement que j'aime beaucoup et auquel je suis très attachée. Le fait que l'ouvrage se déroule ici dans une boulangerie, c'est aussi cette démocratisation, je dirais, cette façon d'aborder la culture française au Japon directement chez les enfants, et ça je trouve ça super. On peut observer donc les différentes viennoiseries qui sont présentées dans les boulangeries au Japon. Bref, c'est vraiment très joli, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu. En revanche, c'est pour les tout petits, donc si vous n'êtes pas du tout adepte des romans pour les enfants, que vous n'avez pas d'enfants mais que vous n'aimez pas consommer ça en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent, je ne vous recommande pas de vous tourner vers ce type de titre. En revanche, si vous aimez bien ça, voilà, il est vraiment très mignon, il est rigolo, il est touchant, c'est vraiment un petit ouvrage graphique qui est sympathique à découvrir. Là pour le coup je vous en présente un autre qui est aussi donc un ouvrage d'inspiration japonaise aussi, je dirais, dans la forme du récit mais aussi dans les protagonistes qui nous sont présentés. C'est Le Tablier de Tomio de Delphine Roux et Michael Jourdan, qui est publié chez les éditions Ankfei. Et là on est vraiment dans un petit ouvrage illustré comme c'était le cas pour l'ouvrage précédent, mais ici on va suivre un petit garçon passionné par la cuisine qui partage donc cette passion avec son grand-père. Un jour il va être confronté au décès de celui-ci, mais c'est vraiment à travers sa passion qu'il va essayer de le faire perdurer, de le faire vivre, et il va finalement continuer ce rêve qui était le sien de devenir cuisinier. À la fin de l'ouvrage, vous avez également des recettes. Vous avez notamment l'omelette au riz, donc la traditionnelle omelette japonaise. Vous avez les onigiri, vous avez la glace au matcha. Bref, vous avez des recettes, je dirais, qui sont devenues emblématiques, ou tout du moins qu'en France on considère comme emblématiques dans la cuisine japonaise. Les illustrations sont très épurées mais très élégantes aussi. C'est un ouvrage qui est vraiment bouleversant et pour le coup je vous le recommande à 1000%, que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, parce qu'on ne lit jamais assez d'ouvrages transgénérationnels comme celui-ci qui mettent en avant et qui portent un message aussi positif, aussi joli, tout à la fois sur la question de l'amour familial mais aussi du deuil et de la difficulté de faire son deuil. Donc vraiment je vous recommande grandement ce titre que j'ai trouvé très très sympathique. Le dernier ouvrage que je vous présente dans cette catégorie des ouvrages pour les plus petit, je dirais, c'est Le meilleur de tous les papas de Peter Horn et Jessica Messerve. C'est publié ici, c'est chez Didier Jeunesse, et alors là je trouve ça mais vraiment génial aussi. Alors c'est complètement différent des deux titres que je vous ai proposés juste avant, puisque dans Le Tablier de Tomio on avait vraiment cette thématique du deuil qui était complexe, qui était profonde et qui était, je dirais, presque un petit peu plus philosophique, avec cette question de faire perdurer les souhaits de ceux qu'on a aimés et de ceux qu'on aime toujours d'ailleurs. Ici c'est complètement différent, on est dans un ouvrage beaucoup plus éducatif mais vraiment très très joli, puisqu'on va parler de plusieurs animaux. On va sur un papa tortue et son enfant tortue qui vont se promener un petit peu dans la nature et rencontrer diverses espèces. Donc il va y avoir les araignées, les lapins, les oiseaux, les sauterelles, et on va voir un petit peu quel est le rôle du papa pour chacune de ces espèces dans l'éducation de son enfant. Et c'est vraiment, alors là pour le coup, très ludique, très joli, comme vous pouvez le voir, avec des couleurs qui sont vraiment très sympathiques, très, j'allais dire punchy, mais ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'elles ont un côté un petit peu pastelisé aussi qui fait que l'ouvrage est très agréable à regarder. Bref, c'est très joli, très qualitatif. Là aussi je pense que ça peut être un très joli cadeau si vous cherchez quelque chose à offrir à un nouveau papa par exemple, ou à un enfant qui est en âge de peut-être découvrir ses premières histoires par lui-même. C'est vraiment très très mignon. Le dernier ouvrage dont je vous parle tout de suite, et ensuite je repartirai lire, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de lire, c'est Le Loup parmi nous de Jérémy Bem, publié chez Casterman dans la collection Hanté. C'est une collection c'est un livre que je vais laisser à disposition donc dans ma classe. C'est un petit ouvrage horrifique mais ça reste quand même
très très soft, qu'on soit clair, on n'est pas dans de l'horreur pure et dure, ne lisez pas ça pour frissonner si vous êtes adulte. Il y a des collections chez les plus jeunes qui font frissonner même quand on est grand. Je pense notamment à Peur Bleue chez J'ai lu je crois, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus édulcoré, même si l'atmosphère, l'ambiance générale reste assez pesante. C'est un ouvrage qui se lit en une petite heure je dirais, en sachant que moi je l'ai lu à voix haute puisqu'on l'a lu dans la voiture. Et voilà, encore une fois c'était sympathique, mais on va dire que la conclusion de l'ouvrage n'était pas très satisfaisante à mon sens. Je pense qu'elle plaira beaucoup à des lecteurs plus jeunes, moins aguerris et peut-être plus facilement surpris par les chutes des récits. Là en l'occurrence j'ai trouvé que c'était très peu surprenant et que comme on ne pouvait pas se projeter et découvrir qui était véritablement donc derrière les atroces agissements qui étaient commis durant l'histoire, il manquait un petit peu de quelque chose. Puisque, alors c'est peut-être la présentation de l'ouvrage aussi qui biaise la lecture qu'on peut en avoir. En fait, on nous dit qu'en gros, il y a un vrai loup-garou parmi donc les résidents d'un chalet. En gros on suit un groupe d'amis qui partent avec donc les parents de l'un d'eux dans leur chalet, donc un chalet hyper luxueux, etc. Et donc il va se passer voilà, des éléments étranges, enfin des éléments atroces d'ailleurs tout simplement. Mais voilà, dans le résumé on nous pose un petit peu la question de savoir qui va être la personne à l'origine de ces méfaits, mais le problème c'est qu'il n'y a rien qui puisse laisser présager qui c'est, voilà, et ça pour moi c'était un petit bémol, mais je pense que voilà, ça plaira bien quand même de façon générale. Ce sont des titres, les titres horrifiques un petit peu, c'est des titres qui plaisent pas mal. En tout cas moi j'adorais lire ça adolescente et c'est vrai que c'est pour ça que j'adore laisser ce type de titre à disposition dans ma classe. Pour cette collection vous avez aussi le niveau de peur qui est indiqué ici et ça c'est pas mal. Après honnêtement là vous êtes à 2, j'en avais lu, donc le maximum étant 3, j'en avais lu qui était à 1 qui était plus effrayant que ça à mon avis, mais je pense que c'est parce que la peur joue sur des mécanismes qui nous sont propres, donc bien évidemment je ne vais pas avoir le même ressenti peut-être que quelqu'un d'autre sur le sujet, je ne vais pas être effrayée par les mêmes choses. En tout cas moi celui-là il ne m'a pas vraiment fait peur. Je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu de lire. Donc en premier j'ai prévu de donc découvrir Dinosaur Sanctuary, les tomes 1 et 2 qui sont donc des mangas publiés chez Kazoku, qui est la branche manga de Michel Lafon. J'ignorais complètement que cette branche existait, donc je vais la découvrir avec ces titres là. Ce sont des mangas qui parlent de dinosaures, donc en théorie tout devrait bien se passer. Ensuite j'ai Magma de Nicolas Bastide à découvrir, qui m'a été envoyé par les éditions Glénat. C'est une BD qui a l'air qui propose voilà, je dirais une charte graphique qui est beaucoup plus sérieuse au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment des couleurs, des tons, des expressions des visages qui ont l'air beaucoup plus, je dirais, adultes et graves que ce que je peux lire habituellement, donc je pense que ça va être assez surprenant, ça va me sortir de ma zone de confort. Ensuite, et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de graphiques, donc je suis désolée pour ceux que ça intéresse peut-être un petit peu moins. Il y aura un petit roman, mais c'est vraiment un tout petit roman, et pas forcément dans ce que je présente habituellement, donc j'aimerais lire L'arnaque des nouveaux pères, l'enquête sur une révolution manquée, qui est un ouvrage paru chez Glénat également, qui est donc un ouvrage graphique qui va aborder donc la question de la paternité et qui va donc interroger la notoriété des pères qui s'affichent en train d'accomplir les tâches quotidiennes, mais aussi de s'occuper de leurs enfants sur les réseaux sociaux et qui connaissent un succès retentissant pour agir de cette façon. Donc je trouvais que la thématique pouvait être à minima sympathique et dans l'idéal instructive, donc nous verrons bien. Ensuite j'ai sorti également Game Over pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés de Lucia Silic, qui est publié chez les éditions Helvétique. Je vous le montre parce que je le trouve très très joli et original. J'ignore la totalité des questions qui vont être abordées dans cet ouvrage. Je sais qu'il y a des stéréotypes du type voilà, les femmes ne savent pas conduire, bref, des choses qui sont absolument absurdes comme ceci, mais qui sont donc débunkées par
des scientifiques, des personnes qui sont des pontes dans leur domaine respectif. Donc, je trouve que ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, Amelia Wood, le tome 3, c'est une BD que j'aime beaucoup. J'ai 2 autres tomes donc, que je n'ai pas là, qui sont à l'école. Mais vraiment, c'est une BD que je trouve très très bien, qui aborde donc la question l'histoire donc d'Amelia Wood, cette jeune fille qui a perdu donc sa maman et qui est très largement tournée vers les sciences. Je trouve que c'est une BD qui est vraiment très très bien, qui est très jolie aussi, divinement illustrée. Donc je suis contente de continuer ma lecture de cette saga. Ensuite, hier, mon compagnon m'a offert Automnal de Krauss Shena et Wardy Campbell, qui est censé être un petit peu horrifique et qui me tente énormément. Voilà ce que j'ai prévu de lire, en sachant que je triche un peu parce que le tome 1 je l'ai déjà un petit peu entamé, mais je vous en dirai plus dès que c'est lu. Alors, vous êtes à contre-jour et je vais fermer la porte. Donc je reviens pour faire un petit point sur les choses que je devais lire, que j'ai lu. Donc j'ai lu Bye Bye Dubaï, je ne l'ai pas, là je l'ai rangé déjà. Je n'ai pas terminé l'ouvrage, là je ne sais pas comment le dire autrement. Non pas que la thématique en soi n'était pas intéressante, mais alors vraiment je n'étais pas à l'aise avec le style. Et je n'ai donc pas continué ma lecture parce que j'en avais marre tout simplement. Je n'ai pas beaucoup plus à en dire, donc je vous mets évidemment la couverture ici pour vous faire un petit rappel. Mais ouais, je n'ai pas beaucoup aimé... J'ai un petit peu du mal avec, encore une fois, je vais réemployer le terme et je suis désolée s'il est vexant, mais avec ces styles qui sont trop feignants. Je pense que oui, certes, on peut écrire des ouvrages contemporains dans un registre lexical simple. Et puis on peut même tout écrire au présent, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait quelque chose du coup de très consistant derrière. Et malheureusement ici, non pas que c'était inconsistant en soi, mais la consistance ne contrebalançait pas l'absence, je dirais, d'intérêt stylistique pour moi en tout cas. Même problème, alors problème aussi différent un petit peu, mais c'est aussi ce souci d'inconsistance à mon sens avec Dinosaur Sanctuary, je vous les mets là. Alors je les ai déjà revendus chez Gibert parce que je ne souhaitais pas les conserver. Pour le coup, le souci c'était que c'est un petit peu trop bon enfant à mon sens. C'est-à-dire que s'il y a un côté tranche de vie, on est dans un parc avec des soigneurs qui vont s'occuper des animaux, ce qui est top parce qu'on suit une jeune fille qui est véritablement passionnée par les dinosaures. Donc voilà, on a cet aspect, je dirais, très... amour et passion des dinosaures, mais en même temps on reste dans quelque chose qui est trop en surface. Et puis l'héroïne arrive dans le parc, elle révolutionne complètement les choses en une fraction de seconde alors que le parc est sur le déclin depuis un paquet d'années, et je trouve que c'est un petit peu trop facile, voilà. Et forcément de ce fait, je n'ai pas eu d'affect particulier avec les protagonistes ou les dinosaures, ce qui est très triste parce que je me disais, un manga avec des dinosaures, forcément ça le fera. Ouais, ça l'a pas trop fait. Bon, entre temps, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à filmer la semaine dernière, donc je me suis rendue en librairie. J'ai lu entre temps beaucoup de choses qui n'étaient pas dans ma pile initiale. Je vais vous ramener 2-3 trucs que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, ou moins aimé d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression que Mais j'ai enfin trouvé le tome 16 des Liens du Sang, qui est l'avant-dernier de la saga de Shuzo Oshimi, que j'aime à un point, je l'affectionne cette saga, je la trouve formidable. Je trouve que les tomes passent trop vite, et malheureusement, c'est un petit bémol pour ce tome 16, mais ce n'est pas sa faute, c'est simplement que le 17 n'arrivera pas tout de suite. Je trouve que un petit peu trop lent, et comme c'est un petit peu...
Ça ne me gêne absolument pas que ce soit contemplatif, au contraire ça fait partie des qualités de ce manga. Mais comme nous sommes obligés d'attendre la suite, je suis frustrée, tout simplement. Je suis extrêmement frustrée. On reste dans cette histoire absolument fascinante, morbide aussi, dans laquelle nous suivons donc un jeune... Alors à l'initiale... Je suis désolée, j'ai mon petit chat qui attaque le trépied. Donc à l'initiale, un jeune garçon qui est complètement sous l'emprise de sa mère, un manga qui traite beaucoup de la folie, de la dépendance affective, du lien malsain qu'il peut y avoir entre mère et enfant. C'est fait de façon brillante et c'est génial. Là, on est déjà bien plus tard, donc je ne voudrais pas vous en révéler plus parce que tome 16, nous sommes donc sur la fin. Mais j'aime toujours autant, même si, comme je vous le dis, voilà, pour moi, ce qui pose problème, c'est le fait que nous n'ayons pas immédiatement cette suite alors qu'elle est déjà parue au Japon. Pour limiter au maximum ma frustration, je me suis procuré, donc avec un bon d'achat chez Gilbert Joseph, c'est un petit peu... Alors ce sera dans le prochain bookhaul, hein, mais alors là, le tome 1 n'est pas là, mais j'ai lu le tome 1, bien évidemment. Les 5 premiers tomes de... Alors non, je ne vous dis... C'est pas tout à fait ça. Parce que le 1, 2, 3, il me semble que les 1, 2, 3, je les avais reçus... Oui, je les ai reçus via Vinted. Et ensuite, donc, j'ai complété avec le 4, 5... chez Gilbert Joseph. J'ai adoré pour l'instant. Là on est vraiment... Alors on reste dans les thématiques je dirais fortes de Shuzo Oshimi, sauf qu'ici les choses sont quelque peu différentes. On va suivre un garçon... Alors ce qui est... toujours similaire finalement dans les titres de Shuzo Oshimi, c'est qu'il raconte l'intime, son intime, en passant par le biais de protagonistes qui la plupart du temps sont adolescents. Donc c'était déjà un petit peu le cas dans Les Fleurs du Mal, c'était ensuite un petit peu le cas dans Les Liens du Sang, même si bon, ça marginalise quand même pas mal. Là ici c'est vraiment sur la découverte du désir et de la sexualité, et on va suivre donc un jeune homme qui se nomme Yohei, qui a un meilleur ami qui se nomme Kei, qui va l'initier un petit peu à la découverte, donc dans un premier temps du plaisir solitaire, puis par la suite à des pratiques qui génèrent un fantasme chez Yuhei. C'est vraiment bien parce que... Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est une thématique qu'on ne voit pas trop. Shuzo Oshimi en parle à la fin de chaque tome. C'est le fait que donc lui, il a vraiment vécu un rapport de rupture avec son corps à l'adolescence, avec ce désir finalement qui prenait beaucoup de place et qui lui semblait extrêmement sale. Et d'ailleurs même aujourd'hui, donc comme il le dit, il ne se reconnaît pas dans cette... comment dire, dans ce culte de la virilité et de la passion sexuelle qui ne devrait jamais connaître de limites chez l'homme, etc., etc. Donc il y a cette dimension-là qui est intéressante. Et il y a autre chose, c'est les choses que nous, en tant que femmes, enfin en tout cas que moi en tant que femme, je n'ai jamais trop vu, trop observé, même si j'ai des copains qui me l'ont raconté beaucoup plus tard, par exemple à la fac. Les espèces de traumas, je dirais, masculins de l'adolescence. À savoir donc, premièrement, le fait d'être invisible, deuxièmement la naissance de ce désir qui est pulsionnel et qui arrive à des moments parfois complètement inappropriés, et enfin ce désir que vont avoir ces jeunes garçons d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles, et la cristallisation qu'il va y avoir autour de cet acte même quand ils n'arrivent pas à aller au bout. Donc toutes ces thématiques sont abordées ici, c'est très bien fait, comme tout ce que fait Shuzo Oshimi. Je ne peux que vous encourager à découvrir la saga, même si je vous recommande d'attendre parce que les tomes 6 et 7 ne sont pas encore sortis et je crois que le tome 7 n'arrivera qu'en janvier. Cependant, la saga est bien terminée en 7 tomes, hein. C'est simplement qu'en France, nous n'avons pas tout. J'ai changé de place pour que vous ne soyez plus à contre-jour. Je vous disais donc que j'ai lu les 3 premiers, mais non, les 3 tomes de Nuisible. Donc la saga est terminée en 3 tomes. Et c'était vraiment une série qui m'intriguait beaucoup pour sa thématique, puisqu'on parle ici d'insectes. Mais je pensais qu'on abordait la question. Je vous montre un petit peu d'ailleurs les couvertures qui sont très dérangeantes. Moi, celle-ci me perturbe particulièrement, puisqu'il y a des guêpes, des frelons, mais tout type d'insectes sont présents dans l'histoire. Mais je m'attendais véritablement à quelque chose de plus réaliste, entre gros guillemets, c'est-à-dire, je sais pas, des choses qu'on pouvait retrouver par exemple dans Supernatural, je pense à un épisode de la saison 2 ou 3, je ne sais plus, dans lequel vous aviez un lotissement qui était construit sur des espèces de terriers d'insectes qui étaient tellement vastes que les maisons finissaient par
par s'écrouler. C'était vraiment très bien fait. Je pense aussi au film Les abeilles tueuses, qui était un nanar, mais qui m'avait beaucoup marqué pour une scène dans laquelle vous aviez plusieurs protagonistes acculés dans une pièce. Une pièce dont la fenêtre finissait par céder, ou tout du moins les abeilles réussissaient à rentrer par les bouches d'aération, je ne sais plus exactement, et une scène qui m'avait marqué, c'est donc cette fameuse scène dans laquelle vous avez les personnages qui sont obligés de respirer avec des pailles pour bien garder obstrués tous leurs orifices afin d'éviter que les abeilles puissent entrer en eux tout simplement. Voilà. Donc on va dire que j'avais un imaginaire autour des insectes qui était déjà assez conséquent, mais je n'ai pas du tout trouvé ça dans ce titre-là. Cependant, il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes, notamment toute la partie plus mythologique, c'est-à-dire qu'on va véritablement avoir une explication de l'origine du personnage fantastique qu'on va trouver dans ce titre-là, puisqu'on va avoir une jeune fille finalement qui a été victime d'une expérience scientifique et elle se retrouve comme étant un petit peu l'évolution de l'être humain, et elle a toutes alors pas toutes les capacités, mais elle a des caractéristiques des insectes, notamment le fait qu'elle peut les contrôler grâce à des phéromones qu'elle va sécréter en plus ou moins grande quantité quand elle en a besoin et selon la situation qui se présente à elle. Donc c'était intéressant, mais c'était pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais en tout cas. Et c'est un petit peu déceptif parce que je voyais vraiment ça comme quelque chose qui allait apporter un petit peu de piment dans mes lectures manga actuelles. Alors franchement, j'ai des lectures au top en manga actuellement, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que là, voilà, je me disais, là on rentre dans quelque chose de complètement hors du commun, qui va vraiment apporter... voilà, quelque chose, une saveur, une touche nouvelle. Ce n'est pas le cas malheureusement. Ça reste sympathique. Les dessins sont vraiment très très beaux. Hein. Je vous les montre, je vous remontre ici la couverture et vous pouvez voir je vous montre un petit peu les illustrations. Je vais essayer de vous trouver des scènes, je voudrais pas trop vous choquer, mais il y a des scènes qui sont vraiment troublantes. Voilà, cette scène-ci qui me fait presque penser à Junji Ito dans sa densité, sa composition, dans l'utilisation abusive du noir sur les choses qui sont censées vraiment impacter et capter l'œil. Bref, c'était sympa, mais comme je vous dis, ça n'a pas transcendé complètement mon expérience de lecture de manga actuelle. Je me suis fait voler ma chaussette par mon petit chat, pardon. Pour le moment, j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. Non, une vidéo et la fin d'un vlog. Oui, en fait, finalement, j'ai eu la flemme aujourd'hui, très clairement. Parce qu'on est dimanche, donc j'aurais pu un petit peu plus être un peu plus sérieuse dans les tournages, parce que j'ai quand même un beaucoup à la tournée. Comme hier j'étais chez Gilbert Joseph, j'ai pris la caméra à Montpellier mais je n'ai pas pu filmer, notamment parce que j'ai eu 2 moments de stress très intenses. Le premier, c'était vendredi soir avec une situation qui était anecdotique, mais je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon stress. Et le lendemain matin avec mais vraiment une banale erreur qui peut arriver à tout le monde, mais qui m'a vraiment traumatisée et qui m'a fait me sentir comme la pire personne du monde. C'est-à-dire que il y avait une tache sur le tapis de Airbnb dans lequel nous étions. À l'initiale, je suis descendue vendredi après-midi pour un rendez-vous chez l'orthodontiste. Ensuite, j'avais rendez-vous chez le tatoueur samedi matin. Donc samedi, je ne pouvais pas décaler, je pouvais pas partir plus tard du Airbnb en fait, puisqu'il fallait, attendez, pardon, puisqu'il fallait que je sois à mon rendez-vous à temps. Donc c'était vraiment, ça m'a contrariée au plus haut point. Je n'ai absolument pas pensé à filmer, il faisait un temps exécrable, ce n'était pas très agréable, tout était très humide, donc oui, forcément je dois reconnaître que la priorité n'a pas été la caméra. Je n'ai pas beaucoup lu non plus hier, tout du moins, aujourd'hui un petit peu plus. Donc bon voilà, j'ai tout de même pas mal de choses à faire. Faut que je finisse aussi le montage du vlog qui doit sortir aujourd'hui, parce que je n'ai toujours pas fini ce montage là et qu'il est déjà 17h43, donc par la suite j'espère pouvoir lire les graphiques dont je vous avais parlé plus tôt dans le vlog, donc la semaine dernière, puisqu'il y en a certains que je n'ai toujours pas lu, et j'espère que le petit chat ne fait pas trop de bruit. Je vous dis donc à plus tard, je reprendrai peut-être la caméra aujourd'hui, peut-être pas, donc à voir si j'arrive. J'aimerais bien au moins lire la BD dont je vous ai parlé sur l'automne, parce que j'aime bien ce côté... alors ça a l'air un petit peu... Déjà ça a l'air creepy, mais en plus
au-delà de creepy, je pense que c'est carrément horrifique. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai bien envie de lire des choses comme ça, mais je n'ai pas le temps de lire des romans. Vraiment j'ai pas le temps. Là je suis en train de lire Les Trois Mousquetaires parce que j'hésite à complètement changer ma progression annuelle au profit des Trois Mousquetaires ou d'une œuvre de Dumas, parce que c'est vrai que c'est fluide avec l'explosion du conte de Monte Cristo cet été. J'hésite un petit peu aussi à surfer sur cette vague pour voir si l'engouement des élèves peut être un petit peu plus présent à l'initiale avant même de commencer la lecture, parce que l'œuvre serait du même auteur que le Comte de Monte Cristo. Bref, donc j'ai 2-3 idées comme ça qui font que finalement je suis sollicitée sur d'autres choses et je n'ai pas voilà, forcément trop de temps à octroyer à mes loisirs. Mais je vais quand même essayer de faire une petite pause, même si là je vais partir déjà faire du sport et on verra après. Je vous dirai ça. Là j'ai 4 autres graphiques en face de moi que j'aimerais bien lire. Bon. Et puis il va falloir se remettre un petit peu au roman aussi. One eternity later. Alors je ne sais pas comment sera le cadrage, je vais essayer de faire un peu mieux, peut-être que là ce sera légèrement mieux. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue filmer sur ce vlog, donc je suis un petit peu perdue, c'est un petit peu le bazar parce que je suis en train de partir à Montpellier, donc je sais pas si vous voyez, mais bref, il y a un petit peu de tout partout. Donc si ce n'est pas très esthétique, j'espère que vous m'en excuserez. Je reviens vers vous rapidement pour vous parler des derniers graphiques que j'ai pu lire. Et il me semble vraiment que vous êtes loin. Alors, hop, on va encore changer. Alors, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors, attendez, j'enlève l'écoli Vinted parce qu'il faut d'abord que je passe tout déposer. Hop. Je suis désolée, j'ai l'air un petit peu fatiguée. Hier soir, je suis sortie avec un ami, on allait se promener et finalement, on s'est promené un long moment parce qu'on était on est en Lozère, donc c'est chouette pour promener d'une part. Il y a eu le changement d'heure, donc il a fait nuit très tôt et c'était chouette parce que c'était voilà, balade en voiture dans la brume. Il y avait un côté très automnal d'une part, mais aussi un petit peu étrange. Et j'aime beaucoup ce type d'ambiance en fait, c'était tout à la fois reposant et un petit peu inquiétant. C'est des expériences qui sont, je trouve, très fructueuses dans le sens où voilà, elles font ressentir des émotions qui nous font sentir un petit peu vivants, c'était super chouette. Donc, je suis rentrée tard, et nous partons à Montpellier aujourd'hui, donc nécessairement je dois un petit peu m'activer. Là je suis réveillée depuis 6h30 parce que j'avais beaucoup de choses. Je voulais terminer de corriger mes copies avant de partir, ce ne sera pas fait. Et voilà, il fallait que je vous prenne pour clore un petit peu ce vlog là qui a commencé quand même il y a un petit moment, mais je pense que vous commencez à être aussi habitué à mon incapacité à être ponctuelle au niveau des vlogs. Après je me dis que ce n'est pas dramatique en soi, cet aspect un petit peu décousu, c'est aussi ce qui apporte, je pense, un petit peu de réalisme, parce que objectivement je ne peux pas filmer tout le temps et quand bien même je le pourrais, il y a des moments qui sont moins adéquats que d'autres bien sûr. Donc je voulais vous parler rapidement des tomes 11 et 12 de Shangri-La Frontière que j'ai continué. Alors je vous l'ai déjà dit, je reproche toujours un petit peu la même chose à la saga qu'à l'initiale j'aime bien, c'est le fait que les choses commencent à être un petit peu rébarbatives et malheureusement en termes de manga, je suis beaucoup plus exigeante, je pense, qu'en matière de roman. C'est-à-dire que consommant du manga depuis mon adolescence, j'ai été habituée à des schémas qui sont certes répétitifs parfois selon le genre, qu'importe, ce n'est pas la question profonde, mais j'ai du mal à m'ennuyer dans le manga. Je trouve que c'est censé être une lecture soit dynamique d'un point de vue de l'action, soit stimulante d'un point de vue émotionnel ou intellectuel. Malheureusement avec Shangri-La Frontière, ça dépend des tomes, voilà, parce que le 11 par exemple, alors je ne sais plus, il y en a un des deux que j'ai trouvé, disons, très attractif, et je trouvais qu'il reprenait un petit peu les codes, les problématiques qu'on retrouvait dans les tomes initiaux. Et finalement, après, je suis mitigée, voilà. Même si, encore une fois, cette saga, je la trouve sympathique et que j'aime beaucoup l'univers graphique, que je trouve très intéressant, et puis, bon, étant aussi une grande consommatrice de jeux vidéo, je retrouve certaines choses aussi qui me prêtent à sourire parfois dans ce manga, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu je ne suis plus autant convaincue qu'avant.
bien que voilà, les phases d'action, je les trouve sympathiques, les dessins soient très beaux. Voilà. En gros, pour Shangri-La Frontière, je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire parce que je vous en ai déjà parlé moult fois sur la chaîne. Ensuite, j'ai lu Ida et Martha des Bois de Delia Green, publié chez Didi Jeunesse, et je n'ai pas aimé du tout ce petit ouvrage parce que je ne comprends pas la morale qu'on veut inculquer aux enfants à travers ce titre. C'est-à-dire qu'on va suivre ces deux petites filles, donc Ida et Martha, qui croisent le regard d'un renard, un renard très attrayant, très charmant, qui les emmène un petit peu dans la forêt. Et bien évidemment, les parents vont être furieux de voir leur petite fille disparaître puisqu'ils ne savent pas où est-ce qu'elles peuvent se rendre. Problème étant que la morale de cette histoire devrait être, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire entre le fait que les petites filles aient un certain droit à la liberté et au contact direct avec la nature, puisque c'est une des thématiques de l'album. Mais malheureusement, l'accent est mis sur le fait qu'elles vont agir presque comme des adolescentes, donc dans une phase de rébellion un petit peu plus actée, je dirais, et prendre la décision de partir vivre dans les bois. Et ce sont les parents, à la fin, qui plient le genou et qui disent donc puisque vous avez décidé de partir vivre dans les bois, pouvons-nous venir vous voir parce que nous préférons être parents de petites filles sauvages que ne plus être parents du tout. Et je n'ai pas compris. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Simplement, je n'ai pas compris. Je ne vois pas où est-ce qu'on va en venir. Alors certes, les illustrations sont très jolies et elles rentrent typiquement, je pense, dans les codes classiques de ce qu'on peut aimer en album jeunesse, à savoir ces représentations très proches de la nature. Mais malheureusement, au niveau du message transmis, de la volonté de transmettre, je la trouve à minima bancale, voire même à contester. Voilà. Mais après, c'est mon point de vue. Hein. Vraiment, peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que... Mais quand même, il me semble que c'était assez transparent et ça ne fait pas partie des choses que je comprends, si vous voulez. À la rigueur, je peux comprendre le fait qu'il y ait une métaphore de la pensée, par exemple, de l'imagination, ou des envies, des passions, des besoins des petites filles qui divergent considérablement d'avec ceux de leurs parents. Mais la façon dont c'est amené, je pense que justement, à la rigueur, si c'était ça, ce serait trop subtil pour un public jeunesse, je pense. Donc en ça, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Ensuite, j'ai lu Sacré Canard, publié chez les éditions 2, et c'est un petit livre que j'ai adoré pour le coup, malgré sa brièveté. Je le trouve d'une simplicité remarquable, parce qu'à côté de ça, il arrive à faire passer des messages de façon très drôle, très douce, et les illustrations ont vraiment une identité propre, intense et indéniable. Je n'ai jamais vu des illustrations de ce type ailleurs, sauf, comme je vous l'avais mentionné, je crois que c'était en Bookall, dans un jeu Android dans lequel voilà, vous gérez un petit truc de canard et tout, et que je fais donc avec un ami. Bref, enfin que je faisais avec un ami. Et j'ai trouvé que c'était donc vachement bien. Donc on a l'histoire de un petit canard qui arrive un jour et qui fait pouic pouic au lieu de faire coin coin. Donc ça fait beaucoup de bruit et ça fait jaser dans la basse-cour, puisque il y a cette forme de marginalité qui est choisie par cet enfant, qui est censé pourtant rentrer dans un cadre bien défini, qui est le cadre du fait que les canards font coin coin. Alors il va refuser de s'y soumettre et il va emmener avec lui tout un tas de personnes qui vont défendre sa cause. On arrive au terme de ce récit avec une chute que je trouve très intéressante, où finalement le roi demande à ce qu'il y ait un compromis fait par chacun, donc que les canards puissent tout à la fois faire pouic pouic et coin coin. Et finalement débarque un nouveau petit canard qui produit un nouveau son. Voilà. Et il y a cette idée de l'histoire qui se répète, donc déjà c'est très intéressant puisque très vrai dans l'apprentissage de l'histoire, on voit finalement qu'il y a une espèce de circularité des événements et des choses qui reviennent toujours dans l'histoire humaine malgré les leçons qu'on devrait en tirer. Donc ça c'était très bien, et il y a toute la dimension humoristique et les dessins qui sont vraiment caractéristiques, je trouve, des auteurs, donc Michael Escoffier et Geneviève Després, et pour ça c'était vraiment super, et je vous recommande cet album jeunesse si vous cherchez un cadeau à faire à un jeune enfant. Je poursuis avec des choses un petit peu différentes. Le premier c'est Game Over de Lucia Sillig, pour en finir avec les arguments scientifiques, sexistes et périmés, qui est un ouvrage publié chez les éditions Helvétique, qui est une maison d'édition dont je vous parle assez régulièrement. Alors c'est un ouvrage illustré également, c'est un très très bel ouvrage, hein, je vous le précise. Voilà, vous voyez, les pages sont très épaisses, on a des illustrations de couleurs, c'est très qualitatif, il y a des planches qui sont plus de l'ordre de la BD, je dirais, d'autres qui sont plus, je dirais, voilà, des illustrations avec des formats plus grands. On a vraiment des explications très
scientifique, je dirais. Donc on va aussi bien parler des hormones que des... Alors on va partir déjà d'un point de départ assez consensuel mais intéressant et nécessaire, je pense, quand on aborde ce type de thématique. C'est ce point de départ d'étudier la condition de la femme à une époque passée. Et on commence, je crois que c'est à Néandertal, quelque chose comme ça. Et partir de ce point de départ, c'est essayer de comprendre, assimiler la position de la femme à travers l'histoire humaine au sein, voilà, que ce soit des tribus, des sociétés. Et c'est très intéressant parce que vous voyez les divergences qui sont pour nous, je dirais, infimes, voire invisibles, mais qui pourtant peuvent être scientifiquement attestées ou historiquement attestées, et de ce fait, je dirais que ça densifie votre propos, votre analyse et vos connaissances simplement sur les différences entre les hommes et les femmes. Une dimension qui est traitée à l'intérieur de ce texte et que je trouve très intéressante, c'est la dimension soror, donc le fait que finalement... nous ayons conçu les femmes, et je pense que le cinéma et la littérature ont très largement contribué à cette banalisation de la haine que les femmes peuvent se vouer entre elles, que ce soit par jalousie, par envie, par complexe. Toute cette dimension-là, on est d'accord qu'elle est surtraitée dans la plupart des canaux culturels. Malheureusement, c'est très tardivement dans l'histoire de la littérature et du cinéma qu'on revient un petit peu dessus et qu'on a cette vision, je dirais, justement moins patriarcale, moins viriliste du rapport entre les femmes. Et il y a de bonnes parties dans cet ouvrage qui sont consacrées à ce point-là, donc le point de, alors ce qu'on pourrait appeler la sororité, mais je pense que plus largement, simplement le rapport entre femmes qui ne se limite pas à un rapport de compétition. Et c'est essentiel que je pense que ce point il est pivot. En fait, il arrive à un moment du texte dans lequel vous allez basculer sur des considérations, je dirais, plus sociétales et actuelles. Et ce pivot, il est très très important parce qu'il marque à quel point la société a une incidence sur le rapport que les femmes peuvent entretenir entre elles, et bien d'autres rapports humains, hein, de toute façon. Et pour ça, c'était vraiment top. Je trouve que c'est un travail qui est intéressant. Alors, c'est de la vulgarisation, bien sûr, mais c'est aussi une façon d'arriver, je pense, à des considérations, des pensées, des connaissances un petit peu plus scientifiques, sociologiques, philosophiques, anthropologiques, qu'on n'irait pas forcément chercher nous-mêmes, soit par flemme, soit par manque de temps, soit par manque d'idées aussi, simplement. Et on a un petit peu tout ça qui est réuni ici, et qui est réuni de façon très intelligente. Donc, je ne peux que vous encourager à découvrir ce titre que je trouve très qualitatif. Alors il est au prix de 25 €, mais encore une fois, je vous le répète, je trouve que voilà, c'est un ouvrage qui s'inscrit, d'ailleurs il est classé, je crois, dans les romans société chez Helvétique, et je trouve qu'il s'y inscrit bien et qu'il a tout à fait sa raison d'être, en ce sens qu'il l'incarne et qu'il parle de choses qui sont actuelles, mais en allant creuser un petit peu plus que le fond pas mal de graphiques qui abordent cette thématique. Et je vais clore cette présentation avec Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, que j'ai reçu il y a peu de la part des éditions Glénat. C'est un ouvrage absolument fascinant dans sa dimension graphique. Je vous mettrai des incrustes au montage. Vraiment, je le trouve sublime. Alors il est très agréable à lire parce qu'il a ce côté qu'avait à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu les ouvrages de Tout l'univers, mon frère avait ça dans sa bibliothèque. C'était des espèces d'encyclopédies et vous aviez les dos qui étaient un petit peu gaufrés comme cela et donc texturés. Je sais pas si vous entendrez un petit peu le bruit de la couverture, je trouve ça hyper agréable. Pour moi c'est très régressif en tout cas. Donc voilà, il y avait cet aspect qui peut paraître complètement superficiel, mais qui pour moi me ramenait à quelque chose de très positif, c'est-à-dire à mon grand frère. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, première découverte pour moi de la découverte donc du texte Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Dans certaines vidéos YouTube, si vous allez un petit peu farfouiller les meilleures lectures de pas mal de personnes, l'ouvrage d'Hugo qui ressort, alors certes il y a Les Misérables, mais Les Travailleurs de la mer arrive non loin derrière, et je peux comprendre pourquoi, parce que véritablement cette présentation, je l'ai trouvée convaincante, concluante, et vous avez, je dirais, la grosse trame générale de cet ouvrage classique qui est quand même assez conséquent et qui, je l'entends, peut être effrayant à la lecture, et surtout à une lecture première de Victor Hugo. En ce qui me concerne, je n'ai pas lu le texte original, je pense que je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, mais j'ai un petit peu du mal avec l'écriture d'Hugo. Je sais qu'il faut absolument que je m'attelle à la lecture des Misérables, mais malheureusement c'est vrai que la densité du texte m'effraie d'une part, mais aussi les grandes phases descriptives qui peuvent être pour moi assez écrasantes me repoussent un petit peu. Je pense qu'il me faudrait un été pour lire Les Misérables,
Peut-être que je le ferai cet été d'ailleurs, on est censé partir en voyage sur un terme un peu plus long, donc je ne pourrais pas prendre beaucoup de livres, ça peut être une idée d'amener Les Misérables, on verra bien. En tout cas, Les Travailleurs de la mer, dans la présentation qui est faite ici, évidemment, vous sautez toutes les phases descriptives puisqu'elles sont illustrées, elles sont reproduites. D'où l'avantage d'ailleurs de l'ouvrage graphique. En revanche, donc, vous retrouvez les personnages clés du roman, j'imagine, même si je ne l'ai pas lu, et les thématiques un petit peu centrales. On est dans un roman qui parle un petit peu de société, qui parle un petit peu donc de la condition des marins, qui parle aussi d'amour, qui aborde en fait toutes les thématiques propres à Victor Hugo, qui revient sur des thématiques aussi chères, je dirais, au 19e siècle. C'est fait très justement, je trouve que la sélection du texte est intéressante, mais encore une fois, il faut vraiment prendre les informations que je vous donne à l'aune de cette affirmation, du fait que je n'ai pas lu l'ouvrage original. Donc effectivement, j'ai trouvé que l'ouvrage graphique était suffisamment dense, intéressant et qualitatif tout simplement. Alors qualitatif tout autant dans son impression par les éditions Glénat qui ont vraiment fait un travail somptueux. Vous avez également un marque-page, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'on voit très rarement dans les graphiques. Alors peut-être que pour vous c'est accessoire, mais personnellement je trouve ça vraiment agréable pour la simple et bonne raison que les marque-pages classiques ne font pas la taille des ouvrages. Donc pour moi ce sont des tout petits détails qui, je dirais, maximisent le travail éditorial et donnent d'autant plus envie de l'encenser. Pour toutes ces raisons, je vous recommande ce titre si vous êtes curieux. Là aussi, très beau cadeau, je pense, pour Noël. Il est assez onéreux, il est au prix de 35 €, mais le travail qu'il y a derrière, je pense, le justifie tout à fait. C'est de Michel Durand et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est publié chez les éditions Glénat. Je vous mets donc les incrustations un petit peu pour les illustrations et j'espère que vous vous laisserez tenter parce que c'est un très très bel ouvrage. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais en ouvrir un autre d'ailleurs qui en théorie, et j'aimerais bien m'y tenir cette fois, concernera mon petit périple à Montpellier et les quelques jours de vacances que je vais passer parce que je pars enfin en vacances. Nous sommes la deuxième semaine des vacances, j'ai été malade toute la première semaine. Fort heureusement il a fait beau temps, ça m'a changé les idées. Mais ça a vraiment été dur, hein. Ça faisait des semaines que je traînais des microbes, des choses. Alors je sais que la première période scolaire de toute façon on chope un petit peu tout, mais là c'était long, c'était vraiment long. Donc là je suis en forme, je suis contente et je suis vraiment contente de retourner à Montpellier, j'en ai besoin de toute façon. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit point général de ce qu'on fera là-bas. On est censé donc se balader en ville évidemment, aller chez Gilbert Joseph, on est censé aller découvrir un nouveau restaurant qui a ouvert, qui propose notamment des brunchs vegan. Et on est également censé aller au parc Spirou, qui est un parc que j'adore et qui propose tout un tas d'événements autour d'Halloween. Voilà, donc j'essaierai de vous vlogger un petit peu ça si j'y pense, mais comme vous le savez, à force, mon assiduité n'est pas remarquable. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.